Bonjour Aurore Fattier, nous sommes aux Ateliers Berthier où vous présentez Aida que vous avez mise en scène. Ce spectacle, Aida, vous le définissez comme une variation contemporaine de la pièce d'Ibsen Hedda Gabler. En quoi est-ce une variation contemporaine de ce dramaturge norvégien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Au départ de ce projet, il y avait la pièce, bien sûr, Hedda Gabler, qui a toujours exercé une fascination sur moi, tant la pièce que le personnage. Mais je ne pouvais pas me résoudre à la monter telle qu'elle aujourd'hui, en tout état de cause, puisque c'est toujours et désespérément l'histoire d'une femme désespérée qui finit par se suicider alors qu'elle est enceinte, ce qui était pour l'époque d'Ibsen considéré comme une chose très scandaleuse. Mais la pièce m'importait, me travaillait, et donc j'ai proposé au dramaturge avec qui je travaille, Sébastien Monfay, je vais passer la commande suivante, de la mettre en abîme au moyen d'une réécriture, donc de la considérer vraiment comme de la mettre à distance, en décalquant les personnages dans la réalité contemporaine, au moyen d'un portrait de femme, d'une femme d'une quarantaine d'années aujourd'hui, qui serait un peu un double du personnage central d'Hedda Gabler, qui est interprété par Maud Wheeler, et qui est un personnage de metteuse en scène qui met en scène cette pièce d'Hedda Gabler. Donc ça me permettait d'aborder les thèmes, qui sont très, très présents dans la pièce d'Ibsen, qui sont la femme, la maternité, la création, l'enfermement, la liberté des femmes, etc., tout en déclinant tous ces aspects dans un paysage contemporain. Et c'est vrai, donc vous parliez de mise à distance, mais en même temps, quand on regarde le spectacle, on a vraiment l'impression qu'il y a des échos entre ces destins de femmes, entre celles du 19e siècle et celles du 21e siècle. Oui, tout à fait. Il y a même une sorte de... on a travaillé vraiment à hanter. C'est comme si la pièce d'Ibsen nous avait finalement avait continué à nous hanter, à nous travailler, à nous malmener même aujourd'hui. Et donc on l'a vraiment considéré comme une matière vivante qui nous a émus, traversés, modifiés. Et donc bien sûr qu'il y a des échos énormes, mais je pense que tous les artistes qui travaillent sur des matières littéraires, quelles qu'elles soient, sont à des moments de leur vie traversés par ces personnages et hantés par eux. On voulait parler de ça aussi, de la grande proximité imaginaire qu'il peut y avoir entre les personnages dits fictifs et la vie réelle. Et nous qui sommes toujours plongés dans ces matières imaginaires, les romans, les films, on est hantés par ces personnages. Ils nous deviennent presque aussi familiers que des gens qu'on connaît vraiment. Et donc c'était aussi pour parler de ces sortes de traversées des époques qu'on côtoie, principalement quand on fait du théâtre, en fait, puisqu'on est toujours amené à réexhumer ces matières anciennes. Voilà. Ouais. Et vous parliez de personnages qui hantent, mais le personnage même de la metteur en scène, qui est en fait au centre de la pièce, de son prénom Laure, est elle-même hantée par une histoire personnelle douloureuse, et on a l'impression qu'à travers la création d'Hedda Gabler, elle cherche des réponses. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Oui, tout à fait. En tout cas, son histoire personnelle et intime est totalement bouleversée, bouleverse totalement sa lecture de l'œuvre. Et le fait qu'elle soit aux prises avec l'œuvre et aux prises avec ce personnage, ça la modifie considérablement. Donc c'est vraiment ces chambres d'écho entre les œuvres d'imaginaire et la réalité, et comment un personnage d'artiste, entre guillemets, est traversé. C'était aussi la volonté toute simple de faire le portrait d'une femme d'aujourd'hui qui est en création, enfin avec toute la trivialité que ça peut comporter, voilà, donc avec le plus d'honnêteté et de réalisme possible. Est-ce que vous vous êtes projetée en tant que metteuse en scène à travers ce portrait de metteuse en scène? Oui, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses autobiographiques dans la pièce. Oui. Forcément, on y pense. Oui, évidemment. Ouais, et donc, justement, vous parliez de mise en abîme. Donc, c'est vrai qu'il y a cette mise en abîme d'une metteuse en scène qui met en scène cette pièce. Mais en même temps, dans le dispositif scénique, c'est vraiment revendiqué. Est-ce que vous pouviez nous expliquer ces choix
choix très, très particulier. Oui, notamment le dispositif scénographique, etc. Hein. Oui, donc la volonté, c'était de faire rentrer les spectateurs dans les coulisses d'un spectacle en train de se créer, mais pas des coulisses qui seraient fantasmées ou qui seraient, disons, un peu, je dirais, rendues. C'est des images qu'on a l'habitude de voir, un peu des images hollywoodiennes qui seraient un peu fantasmées. Là, on avait envie de les montrer vraiment dans leur trivialité, dans leur réalité concrète, dans leur poésie aussi, mais dans une poésie vraiment que je qualifierais de naturaliste, réaliste, enfin, je sais pas. Et donc, le dispositif qui s'est imposé d'emblée, puisqu'il y avait la question de ces coulisses et de ce plateau en train de se répéter, c'était de faire coexister ces espaces. Ces donc, deux en espaces. fait, voilà, avec Marc Lenné, on a réfléchi beaucoup, et Vincent Pincars, qui a fait la création vidéo, a créé un dispositif qui permette à la fois de faire des zooms au moyen de la mobilité du décor, mais aussi au moyen de la mobilité de la caméra, et donc de proposer un double espace qui serait l'espace des loges et l'espace du plateau de théâtre, avec cette inversion à la deuxième moitié du spectacle. Voilà. Oui, il faut expliquer qu'en fait, effectivement, on a en avant-scène donc un décor qui est mouvant, qui est celui des coulisses, mais derrière, au lointain, on a un décor auquel on n'a pas accès en tant que spectateur, si ce n'est que par les écrans, à la fois le petit écran de télévision qui est dans la loge et puis le grand écran qui nous permet d'être au cœur des répétitions qui ont lieu. Donc il y a cette double emboîtement finalement de différents espaces. Qui permet au spectateur d'avoir accès à quelque chose qui lui est refusé en fait. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis à un moment donné, ce qui m'a interpellée, j'aimerais vous poser une question par rapport à ça. La caméra, elle cadre dans un premier temps, elle cadre les acteurs en répétition de façon très tenue. Et puis à un moment donné, elle dévisse. C'est-à-dire que la caméra sort de son cadre, traque les visages, et c'est comme si on essayait de... Alors c'est comme ça que je l'ai interprété, mais vous allez me dire... d'absorber, enfin de se rapprocher d'un état mental des personnages. Oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est ça, on a vraiment la dramaturgie de l'image, elle est assez réfléchie en fait, puisque le premier tableau qu'on voit, c'est une caméra fixe, donc c'est une caméra de travail qui, comme vous savez, souvent dans les théâtres, on travaille avec une caméra qui filme la scène pour pouvoir réutiliser le soir les images et retravailler, etc. Moi, je travaille souvent comme ça. Donc ça, c'était une caméra, disons, de travail réaliste. Et l'idée qu'on a eue, c'est quand elle se décroche, qu'elle se dévisse, comme vous dites, ça a été qu'elle devienne finalement une sorte de... ça correspond au moment où Laure apprend quelque chose sur la disparition de sa sœur. Et donc, c'était une façon de la faire revivre, de faire revivre ce fantôme au moyen de cette caméra subjective qui, effectivement, se promène un peu partout, se met à inquiéter le théâtre, à hanter les lieux et à essayer d'aller au plus proche, effectivement, des gens qui l'occupent. Donc, et j'aime bien votre idée parce que c'est comme si elle essayait d'aller voir derrière le visage, derrière le masque, le persona, comme dirait Bergman, et vraiment de voir ce qu'il y a dans l'intimité de ces acteurs finalement et de ces personnages. C'est là que j'aime bien le trouble entre les acteurs et les personnages de la pièce Hedda Gabler. Voilà. Mais pour revenir rapidement sur cette question d'Hedda Gabler, c'est vrai qu'on ne traite pas la pièce. La pièce est vraiment... comment dirais-je, une ligne de fuite, une matière qui nous a inspirés et dont on s'est éloigné. C'est pour ça que j'appelle ça une variation contemporaine, parce que ça n'est pas la pièce d'Hedda Gabler. Je pense que si j'avais voulu monter la pièce telle quelle, je ne m'y serais pas pris du tout comme ça. Là, elle existe en tant que portrait d'une femme au 19e siècle en tant que telle. Voilà. Elle est remise dans son contexte historique et dans son jus historiciste, si j'ose dire. Et en même temps, par cette vision de cette femme du XXIe siècle, on la re-questionne, et on questionne aussi notamment une thématique qui est importante, qui est celle du refus de la maternité. Tout à fait, ouais. Du refus de la maternité, de la création artistique
pour les femmes? Est-ce que ça remplace? Est-ce que ça vient à la place? Est-ce que ça se conforte? Enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui sont dans l'œuvre d'Ibsen et qui sont toujours absolument brûlantes. Enfin, et la question de l'impossibilité d'accepter de la maternité et de même d'en faire un fer de lance, etc. Je veux dire, c'est des questions qui étaient déjà très fortes et qui pouvaient apparaître féministes au 19e et qui le sont toujours. La preuve en est l'actualité de tous les jours. Et c'est vrai que du coup, Laure accouche, donne naissance à une œuvre et elle décide de le faire. Tout à fait. Et c'était important pour moi qu'elle s'en sorte haut la main, si j'ose dire, à la fin, et qu'elle retourne à la vie malgré tout, après toutes les difficultés, etc. Et même toute la violence dont elle a été capable aussi, sur une des femmes, aussi parce que c'est aussi les questions du pouvoir qui sont abordées. Exactement, et le personnage d'Eda Gabler est loin d'être un personnage reluisant. Enfin, je veux dire, elle est terrible, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, c'est un monstre, vraiment, au sens de montrer quelque chose d'incompréhensible, d'indécelable, d'indéfinissable. Voilà, ça transparaît dans le portrait du personnage de Laure, mais j'avais quand même envie, malgré tout, qu'à la fin, elle réussisse et qu'elle aille au bout de quelque chose et qu'elle s'en sorte malgré tout pour retourner à la vie. Puisque c'est comme une plongée quand même, malgré tout, dans la mort, toute cette histoire de Eda Gabler, bien sûr, etc. avec la sœur disparue. Voilà, c'est une pièce qui est quand même assez macabre. Donc, il faut ressortir la tête de l'eau après ça et retourner à la vie. Voilà. Et ce sera ma dernière question en vous remerciant. Est-ce que vous pensez que la liberté pour une femme est forcément une liberté en acte, c'est-à-dire de prendre sa liberté et de choisir d'en faire quelque chose? Bon, c'est une question un peu vaste, mais... C'est difficile. Ouais. Je pense qu'on peut être libre dans sa tête, intérieurement, mais c'est vrai que je suis quand même assez matérialiste. J'ai envie de répondre oui, il faut essayer en tout cas il faut essayer de s'en sortir, voilà. Et comment s'en sortir? Il faut malgré tout poser des actes qui nous définissent et qui nous permettent de supporter l'existence, voire même de l'aimer. Voilà. Je vais vous remercier énormément, Aurore Fattier. Et on va rappeler que Eda se joue aux Ateliers Berthier encore. Je ne me rappelais plus jusqu'à quand. Jusqu'au 9 juin. Jusqu'au 9 juin. Et merci encore pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Merci.